C'est ici le professeur Emmanuel Kant? Le professeur Emmanuel Kant? Oui, c'est ici. Les Nouveaux Chemins vous accompagnent du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. On pourrait faire semblant d'avoir peur, adopter les réticences d'usage, grimacer de paresse ou feindre l'évanouissement pour échapper à ce qui nous attend. Mais non, quand il s'agit de lire la critique de la raison pure, la joie prend le dessus, sans réserve, une joie pleine, curieuse, pressée d'être entendue et partagée avec vous, vous à qui s'adresse la lecture de ce texte magistral qui va nous accompagner jusqu'à jeudi. Tout commence par un constat. Nous autres, humains, ne pouvons pas tout connaître. La connaissance n'est pas infinie. Ainsi, l'âme, Dieu, le monde, sont-ils à situer hors du domaine de la connaissance. Mais sommes-nous en mesure d'accepter que cette connaissance est limitée? Le ciel étoilé au-dessus de nos têtes semble nous indiquer l'inverse. Comment alors limiter les prétentions de la raison sans rendre vain le désir de connaître? C'est ici qu'entre en scène la croyance, mais j'en ai déjà trop dit. Maintenons le suspense intact et faisons le grand saut en compagnie du philosophe Michael Fessel, professeur à l'école polytechnique et kantien hors pair. Bonjour à vous, Michael Fessel. Bonjour. Dieu est la première raison des choses. Car celles qui sont bornées, comme tout ce que nous voyons et expérimentons, sont contingentes et n'ont rien en elles qui rende leur existence nécessaire, étant manifeste que le temps, l'espace et la matière, unis et uniformes en elles-mêmes et indifférentes à tout, pouvaient recevoir de tout autre mouvement et figure et dans un autre ordre. Il faut donc chercher la raison de l'existence du monde, qui est l'assemblage entier des choses contingentes, et il faut la chercher dans la substance qui porte la raison de son existence avec elle, et laquelle, par conséquent, est nécessaire et éternelle. Il faut aussi que cette cause soit intelligente, car ce monde qui existe étant contingent, et une infinité d'autres mondes étant également possibles et également prétendant à l'existence, pour ainsi dire, aussi bien que lui, il faut que la cause du monde ait eu égard ou relation à tous ces mondes possibles pour en déterminer un. Et cette cause intelligente doit être infinie de toutes les manières, et absolument parfaite en puissance, en sagesse, en bonté, puisqu'elle va à tout ce qui est possible. Et comme tout est lié, il n'y a pas lieu d'en admettre plus d'une. Son entendement est la source des essences, et sa volonté est l'origine des existences. Voilà, en peu de mots, la preuve d'un Dieu unique, avec ses perfections, et par lui, l'origine des choses. C'est en discussion, voire même en opposition,
avec Leibniz, et notamment dans ce paragraphe 7 de la Théodicée que je viens de lire, que Kant a l'idée de rédiger cette critique de la raison pure qui va destituer, renommer ce que nous appelons monde et la connaissance que nous pouvons en avoir. Oui, c'est vrai, le texte, la critique de la raison pure, Kant a mis très longtemps à l'écrire, il a même mis très longtemps, on peut dire, à en avoir l'idée, ce qui est tout à fait étonnant, paradoxal, c'est que Kant est devenu kantien sur le tard, puisque c'est seulement, on peut dire, il est né en 1724, et c'est seulement à partir de 1772, à peu près, qu'il a l'idée d'une révolution dans la manière de penser, d'une rupture avec la métaphysique, et en particulier, effectivement, avec Leibniz, dont vous avez lu un texte, et le texte lui-même, la critique de la raison pure ne paraîtra, il faut bien 10 ans pour opérer cette révolution, la rédiger du moins, qu'en 1781. Alors effectivement, il faut peut-être commencer par cette question du monde pour plusieurs raisons. La première étant que Kant nous dit à de multiples reprises que c'est par elle qu'il a eu, si je puis dire, l'idée de revenir sur ce qui était d'abord ses croyances philosophiques ou ses convictions philosophiques de fond, à savoir précisément des convictions de type leibnizien. Et là, on peut donner peut-être un commentaire rapide du texte que vous avez lu. C'est-à-dire que Leibniz, dans ce texte, constate que ce qui, ou plutôt définit le monde comme un ensemble de réalités contingentes. Contingente, cela signifie qui pourrait être autre ou qui pourrait ne pas être. C'est donc le contraire de nécessaire. Or, la philosophie, la métaphysique telle que la conçoit Leibniz, elle est à la recherche d'une cause nécessaire, d'une nécessité absolue, et elle ne la trouve pas dans le monde. Tout ce qui a lieu dans le monde, même dans le meilleur des mondes possibles, pourrait ne pas être, est éphémère, est amené à disparaître ou à se transformer. Et donc le geste métaphysique, c'est cela qu'il faut entendre dans le préfixe méta, ce qui va au-delà, le geste métaphysique, c'est celui-là même qu'opère le passage que vous avez lu, c'est celui qui consiste à aller au-delà du monde, vers sa cause première, ou, comme le dit Leibniz, vers son origine. Et cette origine, très classiquement, si je puis dire, on l'appellera Dieu. Car Dieu, contrairement au monde, lui, est absolument nécessaire. Il ne pourrait pas être autrement qu'il n'est, et surtout, il ne pourrait pas ne pas être. On peut démontrer l'existence de Dieu, c'est sur cette conviction métaphysique que s'est édifiée la philosophie moderne jusqu'à Kant, je dirais. Et donc il y a dans la métaphysique telle que Kant l'a d'abord pratiquée et telle qu'il va ensuite la réfuter, il y a effectivement au minimum, je dirais, une relativisation du monde par rapport à son principe ou à son origine. Le monde, c'est le lieu qui à la fois accueille nos vies, qui est en même temps sensible, qui est déterminé, aussi bien d'ailleurs pour Leibniz que pour Kant, par l'espace et par le temps. Mais dans une perspective métaphysique, nous ne pouvons pas en rester au monde. La philosophie se définit même par le fait de transgresser ou d'aller au-delà du monde vers son créateur, parce que la raison, c'est aussi un thème que Kant exploitera. La raison, ce qui la caractérise, c'est son exigence d'absolu. Et l'exigence d'absolu, elle ne peut jamais, aux yeux de la métaphysique, être réalisée dans le monde, en sorte qu'on peut, ou que l'on doit plutôt, la réaliser ou trouver son achèvement hors du monde, dans un être qui soit absolument nécessaire. C'est-à-dire que les preuves que fournit Leibniz, mais pas seulement, pour prouver l'existence de Dieu, ces preuves-là sont proprement rationnelles. Elles sont l'objet d'une déduction, le résultat d'une déduction qui permet d'affirmer définitivement l'existence d'un Dieu, puisque l'entendement ne peut pas ne pas le penser. Oui, l'un des grands objectifs de la métaphysique de Leibniz, c'est de réconcilier la foi et la raison, et le meilleur moyen pour lui de réconcilier la foi et la raison, c'est de montrer que les affirmations de la foi, et je dirais la première d'entre elles, à savoir que Dieu existe et qu'il est juste et raisonnable, si je puis dire, le meilleur moyen de la démontrer, c'est la métaphysique qu'il offre. Alors il y a plusieurs preuves, mais celle que vous avez citée, c'est la preuve qu'on appelle justement la preuve cosmologique, c'est-à-dire celle qui part du monde pour s'élever à Dieu. Et quel est son aire, quel est son centre, je dirais, à cet argument cosmologique? Eh bien, c'est justement de partir de ce qui, dans le monde, est relatif, de ce qui n'est pas satisfaisant pour la raison, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes, l'ensemble des événements qui se produisent aussi dans un monde, de partir de là pour montrer la nécessité de remonter à une cause. C'est le principe, j'allais dire aussi ancien que la métaphysique, selon lequel rien ne se produit sans cause, et surtout, la raison a besoin de s'arrêter à un moment à une cause première, une cause originaire, une cause qui n'est pas elle-même ou qui ne soit pas elle-même l'effet d'une cause qui la précède, et cette cause,
on l'appelle Dieu. Donc dans ce mouvement-là, si vous voulez, on voit très bien l'exemple d'un geste métaphysique, et c'est précisément cela que Kant remettra en cause dans la critique de la raison pure, un geste métaphysique qui consiste au fond à s'éloigner du monde, mais pour en même temps en rendre compte, parce que vous avez fort justement fait passer Armstrong à la suite de Leibniz, parce que la thèse de Leibniz, elle ne se contente pas de ne se contente pas de dire que on peut partir du monde pour relever ou remonter à sa cause divine. Il affirme, il redescend, si vous voulez, ensuite, la redescente, cela consiste à montrer que Dieu étant bon, Dieu étant tout-puissant et Dieu étant juste, il n'a pu créer que le meilleur des mondes possibles. Autrement dit, le monde que nous habitons, la métaphysique prétend quand même en dire quelque chose de ce monde sensible. Ce qu'elle en dit en l'espèce, c'est que ce monde, il est vain. C'est ça la théodicée, il est vain d'espérer, de s'en plaindre, pardon, et surtout d'en espérer un meilleur. C'est là où on voit que le Dieu leibnizien n'est pas seulement rationnel, il est aussi moral. C'est aussi un Dieu moral, c'est aussi un juge, et il n'a pas pu créer un meilleur monde que celui qu'il a créé, en sorte que l'on peut dire, mais évidemment c'est une proposition, c'est typiquement métaphysique, c'est une proposition qu'on appellerait contre-intuitive, parce que quelqu'un qui précisément habite le monde, n'y constate, y compris Leibniz à titre personnel, il constate la douleur, la souffrance, les injustices qui le peuplent. Mais l'affirmation métaphysique, puisqu'elle remonte à Dieu comme à la cause ultime, l'affirmation métaphysique, c'est bien cela aussi que Kant lui reprochera en un sens dans la critique de la raison pure, eh bien on ne peut rien lui opposer d'empirique, puisque, somme toute, elle repose sur des bases purement rationnelles. Autrement dit, quand bien même le monde dans lequel nous vivrions serait fait d'injustice, de souffrance, ce qu'il est, eh bien nous pouvons tout de même affirmer, nous savons néanmoins, c'est peut-être consolateur d'ailleurs, que tout autre monde serait encore pire que celui dans lequel nous vivons. La question est de savoir comment Kant a pu dépasser ce geste métaphysique dont il est issu pour proposer une autre manière de réfléchir sur le monde et de montrer dans quel sens celui-ci peut être un objet de connaissance. Et c'est ce qu'il appelle, dans une lettre qu'il écrit à Garve le 21 septembre 1798, le moment où on l'a tiré de son sommeil dogmatique. Écoutez. En feuilletant rapidement votre livre, je me suis arrêté sur la note de la page 339 contre laquelle il me faut protester. Ce n'est pas l'examen de la nature de Dieu, de l'immortalité, etc., qui a été mon point de départ, mais l'antinomie de la raison pure. Le monde a un commencement, il n'a pas de commencement, etc. Jusqu'à la 4e, il y a une liberté en l'homme contre il n'y a pas de liberté. Tout est au contraire en lui nécessité naturelle. C'est cette antinomie qui m'a d'abord réveillé de mon sommeil dogmatique et m'a conduit à la critique de la raison pure elle-même afin de supprimer le scandale de la contradiction apparente de la raison avec elle-même. Si vous admettez que dans tout ce qui arrive à l'intérieur du monde, il n'y a rien qui ne soit à considérer comme une conséquence se produisant d'après des lois de la nature, la causalité de la cause est toujours à son tour quelque chose qui arrive et qui rend sans cesse nécessaire votre régression vers des causes encore plus élevées, et par conséquent le prolongement de la série des conditions a parte priori. La simple nature efficiente est donc trop grande pour tout votre concept dans la synthèse des événements du monde. Si vous choisissez, ici ou là, des événements s'engendrant d'eux-mêmes, par conséquent une production par liberté, vous vous inquiétez du pourquoi qui correspondrait à une loi implacable de la nature et vous êtes forcé, en vertu de la loi de causalité qui régit l'expérience, d'aller au-delà de ce point. Vous trouvez alors qu'une telle liaison causale est trop petite pour le concept empirique qui vous est nécessaire. Michael Fussell, la critique de la raison pure est un univers à part entière dans lequel on peut s'immiscer à condition de
maîtriser un certain nombre de vocabulaires, de termes employés qui reçoivent une définition nouvelle. Et c'est ce qui est dépaysant au début quand on lit ce texte. On a l'impression que les mots eux-mêmes sont le lieu d'un glissement de sens qui fait qu'on ne comprend plus à quelle signification ils renvoient. Or, Kant prend soin de tout définir. Donc le mode d'emploi finalement du livre est situé à l'intérieur de cet ouvrage. En l'occurrence, ici, il dit bien dans le texte qu'on a entendu que c'est l'antinomie de la raison pure sur le monde qu'il a tiré dans son sommeil dogmatique. Et j'ai lu un extrait ensuite d'un exemple de ce qu'est une antinomie. Est-ce que vous pouvez nous aider et définir dès maintenant ce que signifie que le terme antinomie? L'antinomie, c'est la contradiction entre deux propositions sur un même objet, le monde en l'occurrence ici, deux propositions qui se contredisent l'une l'autre. Par exemple, c'est l'exemple qu'il a pris lui-même dans cette lettre, la thèse selon laquelle d'une part le monde a un commencement, et la thèse selon laquelle, ou l'antithèse plutôt, selon laquelle le monde n'en a pas, où il serait éternel. Autrement dit, l'antinomie, et c'est très intéressant de voir que Kant cite cet exemple comme étant ce qui l'a réveillé de son sommeil dogmatique, ce qui lui a au fond donné l'idée de la critique de la raison pure et l'idée d'être kantien, si je puis dire, c'est un scandale de la raison. Ce scandale, c'est que la raison puisse se contredire elle-même, c'est-à-dire affirmer aussi bien la proposition A que la proposition non A, si vous voulez, le monde a un commencement, le monde n'en a pas, et qu'elle puisse le faire. Ça, il faudrait le démontrer dans le détail, on ne peut pas le faire ici, mais c'est comme ça que Kant le présente, qu'on puisse montrer dans le détail que les deux thèses peuvent être soutenues et logiquement démontrées, je dirais, d'une manière apparemment tout à fait convaincante. Souvent, Kant emploie la formule sommeil dogmatique, réveillé de son sommeil dogmatique, ça veut dire réveillé de ses 30 ou presque 40 ans durant lesquels il aura été ou il sera demeuré leibnizien. On le cite en rapport au fait qu'il aurait lu Hume. Ouais. C'est-à-dire qu'il aurait découvert une philosophie, là aussi pour le dire forcément rapidement, une philosophie qui insiste sur la primauté de l'expérience et même de l'impression sensible sur nos idées. Et que par conséquent, du choc de cette lecture, Kant aurait déduit qu'on ne peut pas en rester à des démonstrations totalement abstraites sur Dieu, sur l'âme, sur le monde tel que la pratique la métaphysique. Alors, je crois qu'en réalité, là où il dit plus justement ce qui s'est produit, même s'il est évidemment très difficile, même pour lui peut-être d'ailleurs, de reconstituer l'origine de sa propre démarche, c'est lorsqu'il dit que ce qu'il a réveillé de ce sommeil dogmatique, c'est le scandale des antinomies. Parce que la métaphysique, d'une manière générale, elle ne se laisse pas atteindre, elle ne se laisse pas contredire par ce qui se passe dans l'expérience ou par une description de l'expérience, puisque ce qu'il a défini, c'est justement de porter sur ce qui est au-delà de l'expérience. En conséquence, ce qui peut inquiéter, ce qui a même pour Kant, d'une certaine manière, mis en alerte son esprit, c'est que la raison, en revanche, la raison métaphysique, celle qu'il parle du monde, puisse se contredire, alors même que la raison, ce qui devrait la caractériser, c'est précisément d'être cohérente. Et donc, on peut dire la critique de la raison pure, ou en tout cas tout le mouvement, les années qui ont préparé la maturation de la critique de la raison pure, c'est ce que dit Kant explicitement, ont été provoqués par le souci de rendre ou de réconcilier la raison avec elle-même. C'est-à-dire de faire en sorte qu'elle n'affirme plus aussi bien que le monde est un commencement ou qu'il n'en est pas, que la liberté existe ou qu'au contraire tout dans le monde est absolument nécessaire. Et réconcilier la raison avec elle-même, c'est évidemment cela, la thèse spécifique de Kant, cela veut dire limiter ses prétentions à connaître les choses. Mais vous avez dit très justement au début de votre question que Kant prend les mots, les distord un peu et transforme leur définition. Et je crois qu'il est absolument nécessaire, plus encore que le mot antinomie, de définir ce que Kant entend par monde. Parce qu'évidemment, lorsque l'on dit monde, spontanément, intuitivement, je dirais, mais c'est peut-être grâce à Kant maintenant, on entend la nature, les choses telles que nous les percevons, l'ensemble des phénomènes. Et au fond, à ce titre, le monde n'a rien de métaphysique. On ne voit pas en quoi le monde pourrait être un objet lié à la raison pure, alors que nous en sommes des membres, que nous l'expérimentons. Bon. Il faut bien comprendre que dans le moment où Kant écrit, le monde, c'est un des trois objets de la métaphysique à côté de Dieu et de l'âme. Autrement dit, le monde, ce n'est pas la nature, ce n'est pas évidemment d'abord le monde sensible, ce n'est même pas l'univers dans sa totalité. En fait, on pourrait définir le monde tel que l'entendent les métaphysiciens comme la totalité de ce qui est moins Dieu. C'est la totalité de ce qui a été, de ce qui est, et d'ailleurs aussi bien de ce qui sera, moins Dieu, c'est-à-dire moins cet être qui, lui, en revanche, est hors du monde et est absolument nécessaire. Du coup,
il y a bien une science qui s'occupe ou qui prétend s'occuper du monde comme monde. Qu'est-ce que c'est qu'un monde? Des questions qu'on pourrait dire même quasiment naïves. Que faut-il pour faire un monde? C'est à cela que répond la métaphysique. Cette science, on l'appelle la cosmologie rationnelle. C'est une science à laquelle, c'est par là ou c'est par la critique de cette science que Kant va avoir l'idée de la critique de la raison pure. Pourquoi? Eh bien parce que la cosmologie rationnelle, elle prétend tenir sur le monde en général, c'est-à-dire sur quand même quelque chose dont nous avons l'expérience sensible, elle prétend tenir un discours parfaitement rationnel, parfaitement démonstratif. Autrement dit, elle se pose la question de savoir est-ce que notre monde est le meilleur des mondes possibles? Que faut-il pour faire un monde? Y a-t-il plusieurs mondes ou n'y en a-t-il qu'un seul? Et puis les questions qu'a citées Kant, le monde a-t-il un commencement ou est-il éternel? Et ces questions, Kant considère qu'elles sont, d'abord elles mènent à des contradictions, elles mènent à des impasses où on ne peut pas y répondre, ou alors on peut y répondre aussi bien par la négative que par l'affirmative, mais surtout, ces questions, Kant nous explique qu'elles reposent toujours sur un implicite, c'est que nous savons ce que c'est qu'un monde il n'y a pas besoin de le définir, ou qu'alors on peut le définir de manière très générale, comme la totalité de ce qui est, la totalité de ce qui existe, en tous les cas, je répète, moins Dieu. Et ces définitions générales, cette absence de réflexion sur le sens des mots, sur le sens dans lequel ces mots ont une signification réelle, eh bien c'est précisément ça, l'illusion métaphysique à laquelle la critique de la raison pure va s'opposer. Et donc Kant entreprend de définir les termes qu'on emploie pour mieux montrer la difficulté, voire l'impossibilité qu'est la nôtre d'accéder aux connaissances du monde, de Dieu et de l'âme. Et c'est la grande valeur ajoutée de ce texte, entre autres, puisqu'on n'a pas fini d'en épuiser, d'en lister les valeurs ajoutées, les richesses intrinsèques, c'est de situer le conflit, puisque vous l'avez dit, l'antinomie, un conflit de la raison, à l'intérieur de la raison. C'est ce que va nous dire Kant, c'est que la raison est aussi responsable de l'impossibilité face à laquelle elle se trouve. C'est-à-dire que Kant, dans la critique de la raison pure, il rompt avec le conflit tel que le pensait la métaphysique, en tout cas la métaphysique moderne, mais déjà d'une certaine manière chez Platon. C'est le grand modèle du conflit, de la contradiction en un sens, dans la métaphysique que Kant critique, c'est le conflit entre la raison et le sensible. Autrement dit, il y a entre la raison telle qu'elle exige un savoir qui soit un savoir cohérent, un savoir total, un savoir systématique d'une part, et le monde sensible, l'expérience sensible, qui elle est toujours partielle, parfois contradictoire, parfois est toujours éphémère, il y a une opposition. Mais de cette opposition-là, je dirais, la métaphysique triomphe assez aisément. Parce que, somme toute, si la raison ne parvient pas immédiatement à se reconnaître dans le monde, c'est parce que le monde, précisément le monde sensible, n'est pas à la hauteur de la raison. D'où cette idée qu'il faut, en quelque sorte, je dis les choses là peut-être trop rapidement, mais c'est tout de même cela l'idée, pour sortir des déceptions du monde sensible, pour ne pas en rester au caractère finalement toujours relatif de nos expériences sensibles, il faut penser ou accéder par la raison à un autre monde, un monde intelligible, un monde des idées, qui lui correspondrait parfaitement à ce que la raison attend de lui. C'est le geste platonicien par excellence. Le sensible est toujours, et en un sens aussi le geste leibnizien, le sensible est toujours décevant du point de vue de nos attentes, d'ailleurs aussi bien morales que épistémologique. Il faut donc poser qu'il trouve sa source dans un monde absolu ou un monde qui serait le monde des idées. L'originalité de Kant, sa nouveauté totale dans l'histoire de la philosophie, c'est effectivement de placer dans la raison elle-même un conflit, autrement dit d'exonérer le sensible de toute responsabilité dans les erreurs ou dans les errances de l'homme. De ce point de vue-là, il faut faire, et c'est bien cela qu'indique le titre même du livre, une critique de la raison pure. La raison pure, cela veut dire précisément une raison qui porte des affirmations sur Dieu, sur l'âme ou sur le monde, sans rien prétendre emprunter au sensible, de manière parfaitement pure. Mais cette pureté, elle se paye pour Kant, c'est ce qu'il découvre en tous les cas, de la contradiction et d'une lutte acharnée entre des positions métaphysiques irréconciliables, et donc Kant voudrait montrer qu'en réalité elles sont toutes fausses. Et il faut d'ailleurs entendre derrière le thème critique à la fois la dimension positive et négative. Il s'agit à la fois d'essayer d'abaisser, d'atténuer l'orgueil de la raison qui prétend tout connaître, et en même temps établir, disons, de nouvelles règles, de nouvelles modalités selon lesquelles la raison peut fonctionner pour le meilleur. Et donc la grande thèse de Kant, c'est que pour pacifier un conflit, il ne faut pas rentrer sur le champ de bataille immédiatement et épouser telle ou telle cause. Ce qu'il faut faire, c'est réfléchir aux conditions de possibilité de telle ou telle affirmation qui est présente sur le champ de bataille, car le champ de bataille dont je parle ici, dont Kant parle lui-même, c'est le champ de bataille
entre des affirmations métaphysiques, Dieu existe, Dieu n'existe pas, l'âme est immatérielle ou immortelle, par conséquent l'âme au contraire n'existe pas ou est mortelle, etc. Ce sont des affirmations contradictoires, ce sont des affirmations opposées, mais la thèse de Kant n'est pas d'épouser telle ou telle affirmation et de la soutenir, ce serait ça, rentrer sur le champ de bataille, mais de s'interroger, c'est ça aussi le sens du mot transcendantal chez Kant, sur les conditions de possibilité de notre connaissance, et par conséquent, qu'est-ce que nous disons lorsque nous disons âme? Qu'est-ce que nous pensons lorsque nous pensons Dieu comme la cause du monde? Et pour le thème qui nous réunit plus particulièrement aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un monde? Et surtout, est-ce que ce terme est bien adéquat pour décrire aussi bien le monde des idées que le monde sensible? Vous avez prononcé le terme transcendantal. On va voir dans un instant à quelle chose renvoie ce mot. Madame, quel est votre mot? Et sur le mot et sur la chose, on vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Ainsi de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose, et je gagerai que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot. Et sur le mot et sur la chose, j'avouerai que j'aime le mot, j'avouerai que j'aime la chose, mais c'est la chose avec le mot, et c'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mes yeux, seraient peu de choses. Je crois même en faveur du mot, pouvoir ajouter quelque chose, une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose, c'est qu'on peut dire encore le mot alors qu'on ne peut plus la chose. De là, je conclus que le mot doit être mis avant la chose. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, et Juliette Gréco, le mot et la chose. Il est 10h27 et c'est non pas de Foucault que nous parlons, mais de Kant, à l'occasion d'une série d'émissions consacrées à la critique de la raison pure, intégralement. Et oui, et aujourd'hui pour en parler, c'est le philosophe Michael Fossel qui est présent au studio. Michael Fossel qui est professeur à l'école Polytechnique, auteur notamment d'un ouvrage intitulé Kant et l'équivoque du monde, qu'on trouve aux éditions du CNRS, et puis récemment en compagnie de Louis Lourme, Cosmopolitisme et démocratie, qu'on trouve au PUF. On est déjà prêt à la chose, vous devez me croire à ce mot, bien peu connaisseur en la chose. Eh bien voici mon dernier mot, et sur le mot et sur la chose. Madame, passez-moi le mot, et je vous passerai à la chose. La raison humaine a ce destin particulier, dans un genre de ses connaissances, qu'elle se trouve accablée par des questions qu'elle ne peut écarter, car elles lui sont proposées par la nature de la raison elle-même, mais auxquelles elle ne peut pas non plus apporter de réponse, car elles dépassent tout pouvoir de la raison humaine. Elle tombe dans cet embarras sans que ce soit de sa faute. Elle part de propositions fondamentales dont l'usage est inévitable dans le cours de l'expérience et est en même temps suffisamment garanti par cette expérience. À l'aide de ces propositions, elle s'élève toujours plus haut, comme le veut aussi sa nature, vers des conditions plus éloignées. Dans la mesure toutefois où elle s'aperçoit que, de cette façon, son entreprise ne pourrait que toujours rester inachevée, parce que les questions ne cessent jamais, elle se voit forcée de se réfugier dans des propositions fondamentales qui dépassent tout usage empirique possible et semblent cependant si insoupçonnables que même le sens commun se trouve en accord avec elles. Mais, ce faisant, elle se précipite dans une obscurité et dans des contradictions à partir desquelles elle peut certes conclure qu'inévitablement il doit y avoir quelque part à la racine de celle-ci des erreurs cachées, mais des erreurs qu'elle ne peut découvrir parce que les propositions fondamentales dont elle se sert outrepassent les limites de toute expérience, ne reconnaissant plus une pierre de touche empirique. Le champ de bataille où se développent ces conflits sans fin s'appelle alors
métaphysique. Michael Fessel, vous avez réussi le tour de force de rendre ce texte limpide. Désormais, je pense que voilà, tous les auditeurs qui vous écoutent depuis le début de cette émission sont désormais en mesure de comprendre les enjeux de ce texte qui se situe au début de la première édition de la Critique de la raison pure. Vous l'avez dit, 1781. Il y aura une seconde édition avec une seconde préface en 1787 où d'autres enjeux sont soulevés. On en parlera demain, mercredi et jeudi, puisqu'on consacre toute cette semaine à la Critique de la raison pure. Le champ de bataille où se développent ces conflits sans fin s'appelle alors métaphysique, écrit Kant, et ce champ de bataille va être plus précisément dessiné et traité au sein de ce qu'on appelle la dialectique transcendantale, de ce que Kant appelle la dialectique transcendantale, dans la deuxième partie de la Critique de la raison pure qui s'appelle logique transcendantale, et c'est dans cette dialectique transcendantale que vont être évoquées les antinomies dont nous parlons. Alors, je l'ai promis, définissons-le, que signifie transcendantal ici? Alors, transcendantal, en général, chez Kant, c'est la méthode qui consiste à s'interroger sur les conditions de possibilité d'une connaissance avant, je dirais, de rentrer directement dans le champ de bataille, précisément, qu'évoquait Kant. Que faut-il, quel type de conditions doivent-elles être remplies pour que nous puissions produire des jugements certains, ou vrais, ou objectifs d'ailleurs, sur ce qui existe. Et ce qu'il faut, c'est pour Kant, et c'est ça la thèse qui évidemment va rendre la métaphysique, au sens dogmatique du terme, en tout cas illusoire, ce qu'il faut, ce n'est pas simplement des concepts, c'est-à-dire des représentations générales ou des idées. Ce qu'il faut, c'est du sensible. C'est-à-dire que pour qu'un savoir soit objectif, pour qu'il soit en tout cas scientifique dans le sens de la science newtonienne en particulier, eh bien le concept, mettons le concept de cause, a besoin de s'appliquer à un champ qui est un champ sensible, c'est-à-dire des phénomènes qui sont donnés dans l'espace et dans le temps. Avec le simple concept de cause, je dirais, ou si nous ne disposions que du concept de cause, nous n'apparviendrions pas à une connaissance certaine. Et alors, dans la dialectique transcendantale, d'une certaine manière, Kant va tirer, ça c'est ce qu'il montre, ce que je viens d'énoncer là, c'est ce qu'il montre dans les deux premières parties de la critique de la raison pure, l'esthétique transcendantale, qui traite du sensible, de l'espace et du temps, l'analytique transcendantale, qui traite de l'entendement en tant qu'il prétend connaître les objets de la nature, la science. Et dans la dialectique transcendantale, il va tirer la conclusion, du point de vue cette fois-ci, de cette étrange discipline qui ne traite plus de ce qui est donné dans le monde, des phénomènes, tel mouvement physique, tel arbre, telle loi de la nature, mais qui prétend traiter d'objets qui se situe au-delà de ce que je peux percevoir, à savoir l'âme, le monde et Dieu. Et Kant va en tirer les conséquences, c'est-à-dire précisément, puisqu'ils ne sont pas donnés et qu'ils ne peuvent pas l'être, en particulier, évidemment, cela paraît le plus clair pour Dieu, puisqu'ils ne peuvent pas être donnés dans l'expérience sensible, ces objets, ou plus exactement ces choses, nous pouvons les penser peut-être, mais nous ne pouvons en aucune manière les connaître. Et alors évidemment, le terme de monde, ou c'est plutôt l'idée de monde ici, a un enjeu stratégique. Parce que le Dieu, d'une certaine manière, aucun philosophe, peut-être Spinoza, et encore faudrait-il voir, vous recevrez, je crois, Pierre-François Moreau, mercredi, il vous l'évoquera peut-être, il évoquera peut-être cette question. À part pour Spinoza, disons, il est rare de concevoir Dieu comme un être naturel, si je puis dire, ou comme étant la nature elle-même. Donc Dieu est totalement hors du monde, en sorte que d'une certaine manière, la raison peut porter sur lui, la foi aussi d'ailleurs, des discours ou des affirmations relativement gratuites. Bon. L'âme, c'est pareil, c'est-à-dire que si on admet qu'il y a une âme et que cette âme est séparée du corps, rien de sensible n'entre en elle, en un sens. Tandis que le monde, je l'ai suggéré déjà tout à l'heure, c'est un mot déjà que la métaphysique peut tout aussi bien employer pour, ou que dans le monde, dans le langage même courant d'ailleurs, hein, c'est un mot qu'on peut employer aussi bien pour notre expérience que pour ce qui la dépasse. Le monde intelligible, c'est Plotin, je crois, qui demandait, donc un disciple de Platon, un disciple hérétique, mais un disciple, est-ce qu'il y a des vallées dans le monde des idées? Est-ce qu'il y a des montagnes? Est-ce qu'il est peuplé d'animaux? Et ce faisant, pour lui, évidemment, le monde intelligible, ça existait, si j'ose dire, mais ce faisant, il dénotait aussi un point que Kant mettra très en valeur et contre la métaphysique, à savoir que dès que nous employons le mot « monde », d'une certaine manière, nous projetons sur des signifiques dans la formule « monde intelligible » ou « monde des idées », nous projetons sur ce qui devrait être purement rationnel, des représentations, des perceptions, des expériences que nous empruntons au monde sensible, à l'expérience sensible. Autrement dit, le mot « monde », c'est pour ça que Kant
a eu l'idée de la critique de la raison pure en réfléchissant sur cette question. Le mot monde, c'est d'abord le lieu d'une confusion entre le sensible et l'intelligible, et précisément sortir des antinomies, sortir du champ de bataille de la métaphysique, c'est réfléchir au sens véritable des mots, et en l'occurrence, pour ce qui est du monde, montrer que il faut distinguer entre la nature que nous pouvons connaître, que la science physique, c'est celle de Newton qui est le paradigme pour Kant, que la science physique connaît effectivement, mais la nature ce n'est que l'ensemble des phénomènes, des choses qui apparaissent dans l'espace et dans le temps, elle n'a pas de sens métaphysique. Et d'autre part, on peut éventuellement parler de monde des idées, mais d'un point de vue purement métaphorique, je dirais, et certainement pas en essayant de transposer à ce monde des idées, des lois, des vérités qui ne valent que dans le monde sensible. Monde des idées, mais aussi idée du monde, puisque les distinctions auxquelles procède Kant sont celles d'un côté entre l'idée avec un I majuscule et le concept, c'est-à-dire entre la raison et l'entendement. Et ces distinctions-là vont être ce qui va permettre de délimiter le domaine de la connaissance légitime et celui de la pensée qui n'est pas une connaissance, à savoir l'idée de monde a une utilité pour la raison, mais elle ne peut en aucun cas fournir une connaissance. Elle ne le peut pas plus d'ailleurs qu'aucune autre idée de la raison. Parce que Kant, c'est la critique de la raison pure, mais c'est plus généralement, je dirais, une critique des facultés. Et pour critiquer les facultés, il faut les distinguer. Et effectivement, il introduit une distinction qui sera d'ailleurs reprise pour en changer le sens par Hegel. Il faut bien noter qu'on ne philosophe plus, enfin sauf à être, je crois, là je m'engage un peu personnellement, très naïf, on ne philosophera plus après Kant comme on le faisait avant. Et donc même des philosophes qui essaieront de rétablir la métaphysique dans sa souveraineté, et au premier rang desquels Hegel, reprendront des éléments kantiens, dont la distinction raison-entendement. Disons l'entendement, c'est la faculté de connaître qui ne s'applique qu'aux phénomènes, c'est-à-dire aux choses telles qu'elles apparaissent dans l'espace et dans le temps. De ce point de vue, l'entendement, c'est le domaine de la science. Bon. Ou c'est la faculté plus exactement qui agit dans la science, qui par exemple recherche les causes des phénomènes, les lois qui régissent l'ensemble des mouvements physiques et naturels. La raison, en revanche, elle se distingue de l'entendement par son désir d'absolu, son désir d'inconditionné, le fait qu'elle ne se satisfasse jamais des savoirs relatifs, partiels et toujours remis en question de la science. Alors là où ça devient très intéressant, et je dirais même efficient d'un point de vue philosophique encore aujourd'hui, c'est qu'évidemment, l'une des formes du dogmatisme de la raison consiste, de ce que Kant dénonce donc, consiste à croire que les lois de l'entendement valent pour les choses en soi, comme il le dit lui-même, c'est-à-dire en fait pour l'être, pour l'essence des choses. Par exemple, dans la fameuse antinomie, la troisième antinomie, c'est-à-dire où il est question aussi du monde, Kant oppose la thèse qui affirme qu'il y a des causes libres dans le monde, autrement dit la thèse c'est la thèse selon laquelle la liberté existe, et l'antithèse qui affirme, elle, ou qui nie plutôt cette liberté, qui affirme que tout dans l'univers, tout dans le monde est régi par la loi de causalité. Bon. C'est quoi cette antithèse? C'est quoi cette affirmation? Ou quelles sont ses conséquences selon lesquelles, quelles sont ses conséquences morales et éthiques? Eh bien, elle consiste au fond à considérer qu'une loi de l'entendement, c'est-à-dire tout dans la nature, c'est là où il faut être un peu subtil avec Kant, tout dans la nature, dans l'ensemble des phénomènes est régi par la loi de causalité. De cette thèse vraie, ou de cette affirmation vraie, de ce jugement vrai, elle conclut que on peut généraliser à la totalité de ce qui est la validité du principe de causalité. Autrement dit, dans ce cas-là, il n'y a plus de liberté du tout, puisque même l'homme, je dirais, et par hypothèse même un Dieu, ne serait plus libre, mais serait régi par cette loi de liberté. C'est-à-dire, soit il n'y a pas de liberté, alors, soit nous pouvons tout connaître, mais alors il n'y a plus de liberté, soit la liberté existe, mais alors on ne peut plus tout connaître. C'est exactement la définition effectivement de la troisième antinomie. Dans un cas, on donne ou on accorde tout à la raison, mais la victime, si je puis dire, de cette suprématie de la raison, c'est la liberté, puisque si on explique tout, évidemment, il n'y a plus de liberté. Soit, dans un autre sens, on accorde la liberté pour des raisons de l'existence de la liberté, pour des raisons morales, mais alors évidemment, le prix à payer de cela, c'est que notre raison est impuissante à expliquer les causes. Et ce Kampfplatz, comme dit Kant, c'est-à-dire ce champ de bataille, il n'est pas simplement abstrait, parce que se passe-t-il somme toute lors d'un procès? Eh bien, lors du procès d'un individu, vous avez deux points de vue
qui s'opposent. Le point de vue de la thèse, c'est le point de vue de l'avocat général, on dirait, ou des parties civiles, qui consiste à dire que quels que soient les déterminismes sociaux, par exemple, qu'a subi un individu qui a commis un crime, eh bien, il est libre, malgré tout, il est libre. Et du point de vue de l'antithèse, vous aurez l'avocat non pas encore du coupable, mais de l'accusé, qui lui insistera sur les déterministes, les nécessités qui ont poussé tel ou tel individu à commettre tel ou tel crime. Autrement dit, nous sommes là dans des questions qui sont tout à la fois métaphysiques, on peut dire, et en même temps des questions tout à fait morales et de nature même ici juridique. Maintenant, quelle est la solution de Kant ? La solution de Kant, c'est justement de dire il faut renoncer à l'idée qu'il y aurait le monde, et que dans le monde, ou bien tout serait nécessaire, ou au contraire, il y aurait de la liberté. En fait, la solution de Kant, pour sortir de l'antinomie ou du champ de bataille, consiste à distinguer deux points de vue. Le point de vue de l'entendement, justement, du point de vue de l'entendement, c'est-à-dire du point de vue de la connaissance scientifique, effectivement, tous les phénomènes ont une cause, et par conséquent, il n'y a pas de liberté. Chercher la liberté dans la nature, au sens de newtonien du terme, c'est totalement désespéré. C'est une espérance désespérée. Mais du point de vue de ce qu'il appelle la chose en soi, c'est-à-dire l'homme comme essence, non plus l'homme comme apparaître, ou comme apparition, plutôt l'homme comme phénomène, mais l'homme comme capacité ou faculté rationnelle à se donner, à être à soi-même sa propre cause, car c'est ça, la liberté, c'est être la cause de soi-même, d'une certaine manière, eh bien, du point de vue donc des choses en soi, de l'intelligible, l'homme peut être déclaré libre. Et il faut donc penser dans cette tension entre liberté et déterminisme, tension dont le procès d'une certaine manière l'organisation visible, mais sans s'enfermer dans une thèse au détriment total de l'autre. Ce qui signifie qu'en réalité, la thèse et l'antithèse, bien loin de s'exclure mutuellement, peuvent être vraies en même temps. Elles peuvent être vraies en même temps, mais de deux points de vue différents. C'est-à-dire que la critique de la raison pure parvient, enfin, en tout cas, c'est l'un des motifs qui la porte à développer ce qu'on pourrait déjà appeler une théorie des points de vue. C'est en ce sens que... Mais c'est fondamental chez Kant, parce que c'est ça qui va conduire à la distinction entre phénomène et chose en soi. Phénomène et noumène. Ces deux points de vue dont vous parlez, ils ne sont pas simplement utiles dans le cadre du procès que Kant fait à la raison pure, mais ils ont aussi une application pratique directe. Ils ont une application pratique directe, en particulier par le fait que la liberté ne pourra pas être envisagée simplement du point de vue de la causalité tel qu'on le faisait d'habitude, en la définissant comme une cause première, mais parce que la liberté aura une dimension avant tout morale et se déploiera dans un registre qui est celui de l'autonomie avant d'être un problème, disons, je dirais directement métaphysique. Et puis, il y a une conséquence qui est toujours d'actualité, si j'ose dire, c'est que la critique de la raison pure opère une critique radicale de ce qu'on appellerait, que Kant n'appelle pas encore à son époque, le scientisme. C'est-à-dire les prétentions qu'ont les lois de l'entendement ou les lois même de la science à valoir pour l'être des choses, pour l'essence des choses. Autrement dit, cette croyance qui existait déjà à l'époque de Kant et qui n'a pas cessé depuis de s'accroître, selon laquelle les procédures par lesquelles les sciences, quelles qu'elles soient, physique, biologique ou même à la limite mathématique, les procédures utilisées par la science pour déterminer l'essence d'une chose, ou d'une certaine manière pour déterminer les lois qui régissent l'univers, eh bien ces procédures, elles valent pour l'être. Et pour Kant, bien sûr, la chose en soi, ça peut être considéré comme quelque chose, le fait qu'il maintienne au-delà des phénomènes, une chose en soi peut être considérée comme un vieux reste métaphysique ou mystique, d'une certaine manière, mais moi je pense, et Kant pense, c'est surtout plus important, que c'est une réserve critique pour ne pas porter sur le monde, si j'ose dire, ou la nature, un regard exclusivement déterminé par la recherche de la science. Il y a aussi une expérience morale du monde, il y a aussi une expérience esthétique du monde, et tout ne se laisse pas ramener à la science, quand bien même, évidemment, elle serait certaine dans son champ propre, qui est celui de la nature et des phénomènes. Ce sera l'objet de la troisième critique, puisque nous avons commencé avec cette idée de monde, on peut terminer avec cette même idée, on a compris maintenant le sens même du terme idée, je l'emploie à dessein. Dans la critique de la faculté de juger, la critique du jugement, selon les traductions, Kant va montrer que la conception du monde n'est pas simplement un objet métaphysique, mais aussi un objet esthétique
c'est-à-dire chez Kant, morale. C'est ça qui est cet agencement des trois dimensions, métaphysique, esthétique et morale, qui est difficile à comprendre, mais qui est finalement le déroulé des trois critiques de Kant. Effectivement, c'est le déroulé, un déroulé qui est systématique, c'est-à-dire que Kant y voit, même s'il y a non pas des évolutions d'ailleurs, mais de même que Kant est devenu kantien sur le tard, même dans ces dernières années, il a continué à approfondir et à transformer un peu sa propre méthode philosophique. Mais puisque vous parlez du rapport entre le monde moral, le monde esthétique, il faut citer l'exemple finalement qui est le plus connu de Kant, c'est lorsqu'il dit que, je le cite de mémoire, mais deux choses l'emplissent d'une admiration ou d'une vénération sans limite, la loi morale en moi, c'est-à-dire le fait d'être amené comme sujet moral ou sujet raisonnable, à pouvoir toujours résister à mes désirs sensibles, à pouvoir, en quelque sorte même, sacrifier ces désirs à l'universel. Et d'autre part, dit-il, la deuxième chose que j'admire, c'est le ciel étoilé au-dessus de moi. Ça, c'est la critique de la raison pratique. C'est dans la critique de la raison pratique, mais ça prendra vraiment son sens dans la critique de la faculté de juger, lorsqu'il parlera du sublime. Et là, c'est le monde tel que, précisément, nous pouvons, ou essayons plutôt de nous en faire une image. Parce que c'est quoi le ciel étoilé? Si on ne le regarde pas avec les yeux de la science, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, si on ne cherche pas, ce qui est tout à fait légitime, à le comprendre, à l'expliquer d'un point de vue astronomique, il reste tout de même cette multitude d'étoiles, cet infini apparent qui s'offre à moi, dont je peux parfois craindre d'ailleurs qu'il m'écrase, et c'est pourquoi Kant ne dira pas que le ciel étoilé est beau, car il y a, devant ce sentiment de ma petitesse face à l'infini, il peut y avoir aussi une sorte d'humiliation de ma sensibilité et d'effroi. Et il dira, il est sublime. Et il est sublime, cela veut dire que, en résumé, cela veut dire que je ne peux pas m'en faire une image qui soit une représentation, même scientifique précisément, qui soit absolument close. Je ne peux pas, chaque fois que je regarde le ciel étoilé, mon regard peut se porter un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu plus vers le bas, et je découvre d'autres étoiles, je découvre d'autres, non, je ne dirais pas ici paysages, mais d'autres images. Et on ne peut pas se faire une représentation esthétique de la grandeur du monde. Et de ce point de vue-là, nous sommes dépassés. L'imagination est dépassée, mais dans ce dépassement du sensible, dans ce dépassement de l'imagination, réside aux yeux de Kant aussi une expérience, qu'on ne dira pas métaphysique, mais esthétique, une expérience de ce que nous sommes amenés précisément à dépasser la nature, non plus par la raison qui connaît, non plus par la métaphysique au sens classique, mais dépasser la nature ou prendre conscience de notre supériorité sur la nature, c'est prendre conscience de notre liberté. Et la critique de la raison pure préparait déjà cette transformation de la métaphysique d'une certaine manière en morale, ou plutôt cette réorientation de la métaphysique, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que le monde, vers la question morale fondamentale, sommes-nous libres ? Celle d'être venu nous parler de Kant aujourd'hui. Vous en parlez si bien qu'on aura envie que ça continue encore et encore. On peut prolonger cette écoute en lisant la critique de la raison pure. Mais oui, désormais, vous en êtes capable. Pour ceux qui en doutaient, ne doutez plus. Cette émission, en plus, vous pouvez la réécouter, la télécharger. Donc, si jamais il y a des choses sur lesquelles vous pensez qu'on est passé trop vite, eh bien, n'hésitez pas à la réécouter à l'heure de votre choix. Michael Fessel de Vous, on peut lire Kant et l'équivoque du monde, qui est très utile pour comprendre la critique de la raison pure aux éditions du CNRS. Et puis, tout récemment, Cosmopolitisme et démocratie, avec Louis Lourme aux éditions PUF.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, encore 2 minutes. Papillon, il est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Et comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître et je vois que vous avez sous les yeux le dernier ouvrage de Marielle Massé et je m'en réjouis. C'est ça, alors ça s'appelle Style, critique de nos formes de vie et c'est paru aux éditions Gallimard. L'image, c'est un signe. Et dans les signes, il y a toujours le signifié. Quand je vais choisir le visage d'un homme, ce visage, c'est un signe. Ce que dit Pier Paolo Pasolini de l'image dans cette interview qui date de 1976 pourrait très bien se dire aussi du style, de cette manière d'apparaître qui caractérise chaque artiste, mais aussi plus largement chaque individu. Car l'image comme le style ne se contente pas de montrer quelque chose qui ne relèverait que des apparences. L'image comme le style, s'ils sont bien des signes, ne s'opposent cependant en rien à l'être ou au signifié pour reprendre les mots de Pasolini lui-même. Alors que la figure et l'œuvre de Pasolini soient le point de départ du dernier ouvrage de Marielle Massé, n'est pas un hasard. C'est convoqué celui qui avait intitulé une de ses pièces de théâtre « Bête de style », mais c'est aussi convoqué plus largement un poète pour qui le style n'est pas qu'une manière d'écrire, mais aussi une manière de vivre dans lequel l'individu s'engage pleinement et donne à voir qui il est. Mais entre le style de tout écrivain et le style qu'a chaque individu, il y a quand même un monde, il y a même une multiplicité de mondes, au moins tout autant que chaque individu qui habite sa vie à chaque fois de manière différente. Alors comment saisir ces styles qui caractérisent chacune de nos existences? Comment comprendre cette idée originale, celle de Marielle Massé, selon laquelle la vie a elle aussi tout du phrasé et d'une stylistique? Eh bien, contre toute attente, il faut déjà la comprendre en écartant une esthétisation de l'existence, comme si on superposait son style à sa vie, comme si on enfilait un vêtement censé nous révéler à l'autre. Nietzsche, Bourdieu, Canguilhem, tous ont insisté sur cette idée de style, de forme de vie, mais pas comme des ornements, mais comme les valeurs qui nous mobilisent et que l'on mobilise sans forcément les revendiquer et sans tapage. Quel bon sujet le style et quel bon auteur Marielle Massé. Merci oui, Géraldine. Tout à fait, c'est passionnant, c'est le titre, c'est Style tout simplement, sous-titre critique de nos formes de vie et c'est aux éditions Gallimard. Merci Géraldine et merci à toute l'équipe des Nouveaux Chemins, Marianne Chastor, Antoine Ravon, Ariane Mintz, Pierre Brossard, Nicolas Berger cette semaine à la réalisation, Jean-Frédéric aujourd'hui à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine sur la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Ce sera Jocelyn Benoît qui viendra se demander ce qu'est une chose en soi et ce qu'est la révolution copernicienne, tout un programme.